My name is Valentina Volpe. I'm an associate professor of public international law at the Lille Catholic University, and I am a senior research affiliate at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg. And I have the pleasure of co-directing with Dean Ioannis Panoussis, the Master in Human Rights, Security and Development. J'ai vu aussi Andra avec nous. Bonsoir à tous, je suis la directrice du programme Droit des affaires et de la concurrence. Je suis professeure de droit privé spécialisée en droit des affaires, droit des sociétés, droit international des sociétés. Xavier? Bonjour, donc je suis Xavier Pacro, je dirige la licence européenne de droit sur le campus parisien de la faculté libre de droit et je dirige aussi donc le master franco-allemand et européen de droit des affaires en coopération avec l'université de Passau en Bavière. Merci Xavier. Avant de laisser la main à Aurélien qui va nous faire le pitch introductif aussi, je me présente sous mon autre casquette. Donc Ioannis Panoussis, je suis le doyen de la faculté de droit, vice-recteur au développement international, mais aussi pour ce soir, surtout co-directeur du master droit de l'homme, sécurité, développement, aux côtés de Valentina Volpe que vous avez vu tout à l'heure. Aurélien, the floor is yours. Thank you so much, Ioannis, for this kind introduction. Hello, everybody. I'm going to make it in English. Just want to make sure if we do it bilingual, that everybody understands French also. There may be students understanding only English here. For the communication, Florent, tu peux nous dire s'il y a des étudiants qui ne comprennent que l'anglais ou tout le monde comprend les deux langues? Pour moi, personne ne s'est manifesté comme étant 100% anglophone. Okay. Aurélien, before we start, can we also ask the students to switch on their cameras? So that is a very good point. So we do invite everybody to turn on the video. Thank you. That is always better to see each other. So my name is Aurélien Heika. I'm the Vice Dean for International Development at the faculty, and here I'm as a director of the Master Degree in International and EU Law. I have the great pleasure also to manage the International and European Law School, which is the department of the Faculté de Droit, which is covering the international and EU law programs at the law faculty. So we have different law degrees that you may find online and that we will present quickly today. The main point of this meeting, this is to answer to your questions. So at any time, you may ask us directly on the chat, and then we'll try to be as quick as possible to present the main key points of our master degrees, and then to answer your questions. Shall we start the PowerPoint, please, Florent? So you have the same peoples on the pictures. We will present you the 4 master degrees that you have here on the screen, one by one, and so each director will present his own degree. So you will have the international and EU organizations, then the business and competition law, then the international and EU law, which is moving into EU litigation in second year fully in English, and then the Franco-German and European business law degree. Next one, please. So specifically for the 2 degrees in human rights, security development, and in for D1 in competition law, there is a possibility in the Master 2 to go in the second semester to the US to get a double degree. So one in corporate or American law. Andra will be back on it briefly. And one in human rights for those in the master degree, in the respective master degree. Only for the human rights security development, there is also the possibility from next year, hopefully, crossing the fingers, to go to Lisbon
also during the second semester, and also to get a double degree. So we're working on developing more and more double degrees on the Master 2 degrees. And of course, then Xavier Pacro will present the double degree with Passau, which is very specific, just after. All the master degrees, they have the same characteristics, and we are working as a family in international and EU law. So all the students that do have access to first a job dating each year in November, during which law firms, NGOs, different institutions are coming to Lille, and then from now on in Paris too, to meet our students, and so they can train to have job datings. Some of them, they get internship directly during that day, but this is first to train, then to have to improve your network. So networking is one of the key points of our master degrees. You will have the possibility to go to different institutions, to go to Luxembourg for some of the students, to go to Brussels to the European Commission. Andra Cotiga, for example, is inviting very often people from the DG Comp or from the European Commission, either coming here to Lille, or the students going directly at the Commission in Brussels. Valentina Volpe, she is taking many times, so many people from the Max Planck Institute in Heidelberg, where she was working as a researcher before, and she's coming with the entire network. So each of us, when we have the possibility, and we do have it each year, we take our students to the different places. Next one, please. So I give the floor now on to Valentina Volpe and Ioannis Panoussis to present the first master degree in human rights, security and development. Please, Valentina. Ioannis, maybe you want to give the general framework, and I can go more in detail on you can give a bit the big picture, and I will go a bit more into detail if you want. Ok, perfect. Merci Valentina. Alors, en ce qui concerne le master droit de l'homme, sécurité, développement, on a l'habitude avec Valentina, quand on est en présentiel, mais on le fait aussi là en dématérialisé, de faire un duo qui démontre déjà qu'il s'agit d'une formation qui est véritablement bilingue, voire multilingue. C'est-à-dire qu'on joue entre l'anglais, le français, un peu d'italien, s'il le fallait, d'autres langues, espagnol, allemand, mais c'est le bilinguisme sur les core courses, donc les cours principaux de cette formation. Pour nous, c'est un parti pris sur la question du bilinguisme, c'est partir vers ce type de master et avec les débouchés qui sont annoncés par la suite. C'est aussi l'idée de dire que plus on maîtrise des langues avec un langage juridique expert, c'est un avantage, et on essaye de ne pas basculer en 100% English. Néanmoins, vous avez ici des statistiques, il y a progressivement un certain nombre de cours. Ça dépend aussi de la capacité de nos visiting professors de parler d'autres langues qui sont progressivement transférées vers la langue anglaise, vers le Master 2. Une des forces de ce master, c'est naturellement le réseau qu'on essaye de ramener avec nous. Alors, c'est très important de se dire que nous avons décidé de ne pas concentrer les cours autour de nous deux, même si c'est notre discipline et notre spécialité, mais d'inviter auprès de vous et avec vous un grand nombre de visiting professors qui soient praticiens ou issus du monde académique pour vous accompagner. Ce réseau-là, il a l'avantage de vous apporter une approche globale du droit. Valentina reviendra sur cette dimension du global law, sans rester du coup sur une approche qui soit eurocentrée. Ça, c'est le premier volet qui nous tient particulièrement à cœur. Et deuxièmement, il vous apporte, comme Aurélien le disait tout à l'heure avec les networking, aussi un réseau particulier qui est très important. Et votre réseau démarre en réalité par les visiting qui sont là et qui vous permettent effectivement d'avoir une première touche, que ce soit pour un stage, une lettre de recommandation ou en tout cas un accompagnement vers telle ou telle spécialité. Comme tous nos masters, dans le cadre justement de ce master, vous aurez une obligation de stage de 3 à 6 mois, pas de préférence, qui doit être fait en lien avec les orientations du Master 2, donc droit de l'homme, sécurité, développement. On a une vision assez large de ce volet-là.
Les seuls étudiants qui ne sont pas concernés par ce stage, s'ils ne le souhaitent pas, ce sont les étudiants qui décident de s'engager dans une voie recherche qui est très forte et qui mène potentiellement, pour ceux qui le voudraient, vers le doctorat. Et on a chaque année de plus en plus d'étudiants qui aujourd'hui sont engagés sur ce terrain-là. Aurélien a évoqué tout à l'heure les doubles diplômes. Donc, vous avez vu qu'il y a 2 destinations majeures aujourd'hui. Pour un certain nombre d'étudiants qui sont actuellement en L3, il est possible, en dehors de double diplôme, de prétendre aussi à une mobilité pendant la 4e année d'études, soit dans le cadre de nos partenariats bilatéraux, soit ceux de l'Université catholique de Lille, ce qu'on appelle les conventions globales, de faire une année, pourquoi pas, à l'étranger et de reconnaître cette mobilité. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas encore candidaté, si je ne me trompe pas, mais Aurélien précisera tout à l'heure, je crois que la deadline est passée ou elle est très proche. Donc, pour nos étudiants ici, il faudrait y penser très, très vite. Donc, ça, c'est quelques éléments qui me paraissaient importants. On a intégré dans les formations des dispositifs très professionnalisants, comme par exemple les MOOCs ou d'autres expériences qui arrivent en 2e année. On y vient un peu plus en détail dans un instant. On travaille énormément sur les soft skills parce qu'on considère aussi que ça fait partie des choses que vous devez acquérir. Donc, quand vous allez voir, en particulier dans le Master 2, ce qu'on appelle le Legal English encore sur nos maquettes, en réalité, c'est des dispositifs en anglais qui sont adaptés à votre capacité à vous présenter dans le cadre de vos CV, de vos lettres de recommandation, mais aussi de prendre la parole en public. Par exemple, on a un métier de training tout en anglais, valable pour tous les masters internationaux désormais, tout en anglais, et qui se déroule avec des journalistes et qui vous permettent effectivement de travailler cette compétence-là, qui est la compétence de l'oralité. On a intégré aussi d'autres dispositifs pratiques, tels que les cliniques du droit, qui peuvent prendre plusieurs formes. Un travail, par exemple, avec le bus de l'accès au droit ou avec Avocats sans frontières, en tout cas un expert d'Avocats sans frontières, qui vous emmène avec lui sur des affaires assez originales. Enfin, sur les éléments comme ça, très généraux qui encadrent le master, un clin d'œil très important sur la masterclass, mais Valentina reviendra aussi, qui est un événement fédérateur, en particulier des étudiants du master droit international européen, organisation internationale européenne, et des étudiants des HSD, et qui est ouvert naturellement à tous les étudiants de la faculté, avec une cible prioritaire aux autres groupes internationaux. Sur l'esprit général de la maquette, j'y reviendrai tout à l'heure, on raisonne en entonnoir avec des connaissances générales et on progresse en droit international européen et on progresse vers des connaissances et compétences spécialisées en droit international des droits de l'homme, mais on le verra dans 2 instants avec la slide qui suit. Valentina, est-ce que tu veux dire Thanks, Ioannis. Well, maybe I would add just really a couple of points. I think you've been very comprehensive in presenting our master. If you are here, students, it's because I think you have an interest and perhaps a passion towards international law, part of you perhaps towards human rights as well. What we try to build in this master is, in the first year, a fully fledged international public lawyer, and as Ioannis was saying, progressively specializing in human rights. And how we do that? Well, I think that what is probably the biggest asset of our master is that we do that with an incredible faculty of visiting professors for the great part, not only coming from Europe, and this is the global part that Ioannis was mentioned, but more and more coming from all over the world. And this is something that I think few masters can offer you. Now, if I think about the faculty of DHSD, we have professors from India, we have a great partnership with Jindal Global Law School, we have professor from Bogota, from Los Andes University, professor from Unicinos in Porto Alegre, Brazilian. So we are really trying to give you a perspective about law, about international law, about human rights that is not just from a Eurocentric or Western perspective, and I think this is important. Multilingualism is there, networking is there. Everything has already been said by Ioannis, and we are open to your question, and I don't want to take time from our colleagues. The only point perhaps that I like to raise is the Masterclass Global Lectures for Peace. It's now at the 8th edition. It's really a project of our DHSD students. It's 1 week at the beginning of the year in September with a subtitle every year. Last year was about the role of women in conflict and peace. This year will be about climate change. Is really a project about an international conference, 1 week of the event where you are the actor of a great moment at the beginning of the year that somehow set the frame academically in terms of research, in terms of faculty, for starting the master.
I don't want to say anything more because I think we are already running out of time, but I'm really open to receiving your questions at the end of the presentation. Je pense qu'il y a juste la slide d'après, si tu peux, Florane. Okay. Voilà. Sur celui-ci, vous avez juste un aperçu du Master 1 et ensuite du Master 2. En ce qui concerne le Master 1, donc Valentina l'a dit et je le disais tout à l'heure, on est vraiment dans une logique vraiment qui fonctionne en entonnoir. Notre objectif avant tout, c'est de former des juristes internationalistes capables de comprendre le monde dans lequel on évolue, avec cette approche globale, donc pas seulement eurocentrée. Et progressivement, une fois qu'on a une culture juridique suffisante en droit international, commencer à explorer les différentes branches du droit international. C'est ce que vous voyez dans la Specialty Unit. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de vous dire, le droit international, il y a des connaissances générales qu'il faut maîtriser, des compétences qu'il faut acquérir à partir de ça. Et ensuite, à partir de ça, on voit le fonctionnement des différentes branches du droit international qui chacune peut avoir sa spécificité. Une fois qu'on a fait ça, on a une culture internationale qui est absolument exceptionnelle. Il y a très peu d'universités qui permettent d'arriver à ce niveau de compétences. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on évoque souvent avec nos collègues qui viennent d'universités partenaires ou non partenaires, que ce soit aux Pays-Bas, en Suisse, aux États-Unis, en Inde. On rentre après dans le vif du sujet, à savoir la maquette du Master 2, qui est l'embout de l'entonnoir. Donc, on rentre vraiment dans la spécialité à proprement parler, Human Rights Security Development, qui celle-ci se déroule, vous voyez, avec un semestre qui se veut un peu plus général, un peu plus théorique, qui touche à la fois à des questions fondamentales de fonctionnement des systèmes de protection de droit international. Ensuite, une approche qui soit par l'objet matériel où on fait discuter, dialoguer le droit international des droits de l'homme avec les questions liées au développement, à la sécurité, à l'environnement, à l'économie, qui paraissent extrêmement importantes et qui vous permettent d'être très finalement proche de ce que le marché attend de vous, si je peux me permettre, le marché des internationalistes spécialisés en droits de l'homme. Et enfin, tout le deuxième semestre, mais pas que, mais tout le deuxième semestre est orienté autour d'une approche pratique du droit international, puisqu'on le met en action, soit en lien avec des contentieux spécialisés, qu'ils soient internationaux, européens ou nationaux, en lien avec les questions liées aux droits de l'homme, soit avec des dispositifs dans lesquels on travaille avec les ONG, avec les associations et tout le monde pratico-pratique, plus les MOOT. Et donc, vous aurez à faire quelques choix dans cette unité clinique. Ça, c'est la structure, mais comme le disait Valentina, je pense que ça, vous pouvez la découvrir aussi sans nous, et c'est peut-être plus utile de garder un temps d'échange plutôt que de décliner une par une les matières et les dispositifs. Donc, on est ouvert à vos questions. Après, j'imagine, la présentation de chacun des masters. C'est ça, Florane? C'est bien ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et à la fin des présentations, vous pourrez avoir un temps d'échange pour toutes les questions qui n'auront pas trouvé réponse dans le chat. Ouais. Andra? Merci. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le master en droit des affaires et de la concurrence qui a ouvert il y a maintenant une dizaine d'années. Ce master est, on va dire, complètement opposé, j'ai envie de dire, sur le fond au programme qui vient de vous être présenté. Parce que même si nous avons quelques matières communes relatives à la culture juridique en droit international, nous avons des objectifs différents et un contenu de l'enseignement qui est très différent. Alors, en droit des affaires et de la concurrence, vous êtes en fait tout simplement dans le droit privé, dans le droit privé spécialité affaires. Et dans cette spécialité affaires, vous avez systématiquement un traitement du droit des affaires national, de sa dimension européenne et de sa dimension internationale. En droit des affaires, il n'y a pas de droit international, en fait. Il n'y a pas un droit international des affaires global, harmonisé. Ça n'existe pas. Le droit international des affaires, c'est savoir manier différents systèmes juridiques
et savoir manier le contentieux international des affaires, que ce soit par le biais des juridictions des États ou que ce soit par le biais de l'arbitrage. Et maintenant, plus moderne, certaines organisations internationales proposent des modes alternatifs de règlement de conflits d'affaires. Donc, si vous souhaitez intégrer le master droit des affaires et de la concurrence, il faut avoir des bons résultats déjà dans les matières de droit privé, de droit des affaires et aimer le droit des affaires. Il faut également souhaiter travailler très clairement dans des entreprises, dans le service juridique des entreprises, où maintenant il y a des services alternatifs dans lesquels les juristes d'affaires peuvent en fait être actifs. Vous avez maintenant tous les experts en conformité. Vous avez maintenant le directeur RSE, qui est en fait le directeur en responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, ou la traduction pour le premier poste dont je vous ai parlé. Vous avez maintenant une personne qui est très importante, c'est le compliance officer. Donc, vous devez vous projeter dans ce type de métier, dans des grands groupes, ou bien dans le métier d'avocat en droit international des affaires. Je suis très heureuse de constater tous les ans, je suis très fière des étudiants des promotions antérieures qui ont déjà formé une très belle culture des stages dans le cadre de ce master. Donc, tous les ans, mes étudiants partent en stage de 6 mois qui sont souvent doublés, donc 6 mois plus 6 mois, dans des entreprises dans lesquels ils ne rêvaient pas réaliser un stage quand ils sont rentrés dans le programme. J'ai eu des étudiants qui sont partis l'année dernière, pour juste donner quelques exemples, chez Alstom, chez MBDA, donc chez Airbus, dans le service juridique. Donc nous sommes sur des profils de groupes internationaux très attractifs qui proposent à nos étudiants une expérience professionnelle qui débute avec le stage et qui en fait se concrétise très rapidement dans un CDI. Donc, vous pouvez en fait vous connecter avec eux sur LinkedIn. Le Master droit des affaires et de la concurrence, il a une association, l'association du M2DAC. Vous pouvez entrer en contact avec eux et vous allez pouvoir en savoir plus sur leur expérience professionnelle. Pour parler des cabinets d'avocats, puisque le juriste d'entreprise, c'est un métier, mais certains d'entre vous souhaitent plutôt se diriger vers les cabinets d'avocats, les étudiants du master ont un accès très facile maintenant. Ils sont connus sur le marché du droit de la concurrence, non seulement à Bruxelles, mais aussi à Paris. Ils sont très appréciés à Paris. Tous les ans, un des cabinets incontournables en droit de la concurrence, c'est le cabinet Vogel et Vogel, donc Vogel, peut-être vous connaissez sous ce nom-là. Ils recrutent de 2 à 3 étudiants de ce master. La semaine dernière, mes étudiants ont été invités chez Baker McKenzie. Ils sont allés, ils ont passé toute une après-midi chez Baker. Une des étudiantes a déjà reçu une proposition pour réaliser un stage dans ce cabinet. Donc, c'est un master très ancré dans le monde professionnel qui a la confiance des opérateurs économiques, qui a la confiance des cabinets d'avocats dans ce domaine. Alors, je suis seule, même si je ne suis pas un duo avec un collègue, je suis quand même bilingue et multilingue. Donc, dans le cadre de ce master, vous avez une partie de l'enseignement qui est réalisée en anglais. Moi-même, j'ai un parcours trilingue. Je travaille dans plusieurs langues, anglais, français, allemand, en plus de ma langue maternelle qui est le roumain. Je suis très attachée à la culture juridique, à la dimension internationale de mes étudiants et à leur capacité à s'exprimer dans différentes langues. Mais bien sûr, la maîtrise d'un très bon anglais, on va dire, est suffisante.
Et si vous avez une belle maîtrise de l'anglais juridique, pas de l'anglais de discothèque, bien sûr, de l'anglais juridique, et ben dans ce cas-là, vous êtes à l'endroit où il faut dans le cadre de ce master. Je voudrais également ajouter que, mis à part cette voie professionnalisante qui est très forte dans ce master, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de réaliser un mémoire de recherche à la fin de vos études et éventuellement, exceptionnellement, tenter une voie de recherche scientifique, mais qui est beaucoup plus difficile, alors que le départ dans la vie professionnelle se fait de façon beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, et très attractive pour vous, compte tenu de ce domaine qui est traité dans le cadre du programme. Dernière chose, depuis 2 ans, les étudiants se sont affirmés dans les concours internationaux de plaidoirie. Ils ont beaucoup travaillé, plusieurs années, et il y a 2 ans, là, pour la première fois, l'équipe du M2 s'est qualifiée 4e au concours King's College and Competition Law. Ils étaient sous la direction d'une ancienne alumni qui s'appelle Maëlys Closiat. Elle a reçu même les félicitations, un prix spécial de plaidoirie qu'elle a reçu à ce prestigieux concours. Et cette année, les étudiants du M2 se sont qualifiés pour la phase de plaidoirie finale à l'autorité française de la concurrence. Donc, tout cela s'est construit grâce à un réseau d'intervenants académiques et professionnels très exigeants, de haut niveau. Et nous sommes en fait très exigeants avec nous et donc avec vous. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci de votre attention. Merci, Ondra. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, notez-les, puis on verra ça à la fin de la présentation. Aurélien, je te laisse prendre la parole. Yep, we switch back to English for the Master in European Law and Litigation in 2 years. So it's pretty new master degree because the first year has opened 5 years ago, but the second one just this year. And I will present you a pretty original master degree in EU litigation that is fully in English in France, which is one of the few master degrees, law master degree in English in that country. So in which we have a mix of French and international students. So for the first year, this is pretty general in EU and international law. So we have many common courses which are common to human rights and business law. So the first year has been sought in a way to not to specialize too quickly in one or the other fields between the 2 ones that have been presented before. And the second year is more training you to become good lawyers either in the court or in the law firm or in one of the European institutions. So we have also plenty of visiting professors coming from all over Europe, from Germany, from Italy, from Spain, from the UK, and from many other countries. So we have a mix, and this is something that we have in common between the master degrees. We have a mix of cultures. Even if we are gathering through the English language, we are mixing through the cultures, and this is great for the students to have a great network, academic but also professional network. All the students that take part in the first year in the European Law Moot Court Competition, which is the most famous moot court in EU law,
And each year we have at least a team qualified for the semifinals, and we're very happy for this because we have also for that competition great results. Last year we had a semifinal organized in Lille, and we're fully involved into the relationship with the Court of Justice of the European Union. We have many people teaching in that master's degree coming from the court. And in the second year, we're also going with the entire class for a full week of courses in the court. So that was the original point this year, is to take all the students. So instead of taking the professor, which is usually easier and the habit in our faculty, we have done the contrary, taking the entire class for a full week in Luxembourg and having direct contact in the court. And of course, it helps to get internship with judges. So we try to keep the great contact specifically with that court because this is the center of this master degree. In the second semester of the Master 2, the students, they go to The Hague University, so they go to the Netherlands, and all the courses will happen there in that university. So can you maybe switch please to the next one, and then we'll be back to present you some of the students. So for the Master 1, it remains very general, and you have all the basic courses. Maybe you can come one before, please. Thank you. So you see that for the Master 1, you have all the basic courses in EU and international law. So if you want to pass the bar exam in France or in another country, if you want to be specialized in EU international law and not being stuck into one field, this is the most appropriate master degree that will give you a broad knowledge on many fields, and then you will specialize much more during the Master 2. I'm myself a practitioner, and it is very useful to have a broad knowledge, even when you go to the court, and not always to be stuck into one very specific field of EU and international law, but to have a broad aspect on legal issues. You may select, so during the semester, so you have the different specialties. You see in IP for non-state actors, trade law, environmental law, criminal law. So all those courses in the second semester, so the specialized courses, they're done to help you maybe to find a specialization after the Master 1. Next one, please, Florent. Thank you. So, and the second year is going more deeply into EU litigation, European litigation. So it covers all the fields of EU law, but through the spectrum of the litigation. So if you want to go to the court, either to defend your clients, so to represent them in litigation, or working for a court as a judge, as an advisor. And so we train you to write properly, memories, so through different kinds of papers, legal documents, but also to speak in public and to adapt yourself when you're talking to a small or large public. If you're speaking to a court or to students or whatever, you have to adapt your speech and to the audience. So we are teaching you this. We are giving you the material, and we're giving you all the tricks to be fluent when you talk to the different public. We train you to practice. You see the specialization unit during the second semester, the practice to the different courts. This is among many the added values of this master degree. So I don't want to make it longer. I will answer your question in case you have some, but I leave the floor. So maybe, as said Professor Cortiga, I also invite you to be in contact with our former students. I mean, you don't have to be scared. Whatever your specialization, there is a job for everybody. And I mean, most, if not all, I don't want to say maybe all, because some of them maybe took a bit of time, but the huge majority of our students, they get nice jobs just after the master degree.
in international and EU law. So usually it's so many are going to in the big law firms and big companies, but not only. And you have an open door to many great places. The only thing, and we push you in that sense, and we help you, we advise you, this is to anticipate and not to wait at the last moment to apply for the job market. So thank you for your attention, and I give now the floor to my colleague, Professor Xavier Pacreau, for the master's degree in Franco-German and European Business Law. Please, Xavier. Thanks. Merci Aurélien. Je vais donc vous parler du master franco-allemand et européen de droit des affaires. Donc, on va passer maintenant peut-être à la deuxième slide. C'est un master franco-allemand qui est mis en place en coopération avec l'université de Passau en Allemagne, qui est une des très bonnes, même peut-être une des meilleures universités allemandes, notamment pour tout ce qui concerne le droit européen. Pour vous donner un exemple, à côté, vous avez la ville de Munich, et l'université de Munich, qui est pourtant une très grande ville, est moins bonne que l'université de Passau. C'est une université donc qui est en Bavière. Le parcours est un parcours trilingue, français, allemand bien sûr, mais aussi quelques cours sont enseignés en anglais. Les étudiants passent 1 an sur le campus en Bavière de Passau, qui est une formidable ville allemande, très accueillante pour les étudiants, sur un campus très européen, très international, et tous les étudiants qui sont passés là-bas en gardent un souvenir mémorable. Donc, l'enseignement se fait, comme je vous l'ai dit, dans les 3 langues, et les cours sont donnés par, bien sûr, des professeurs de Passau, quand on est à Passau, et par des visiting professors. Il y a aussi des professeurs de la FLD. Pareil, la deuxième année a lieu sur le campus parisien de la faculté libre de droit, c'est-à-dire à ici les Moulineaux. Et ce master est sanctionné à la fin par une double diplomation, c'est-à-dire que vous bénéficiez du diplôme de master, du master franco-allemand, et également d'un LLM délivré par l'université allemande partenaire, c'est-à-dire la faculté de droit de l'université de Passau. Et nous travaillons en plus actuellement à l'intégration de cette formation dans l'université franco-allemande. Donc, le profil des étudiants, c'est bien évidemment des étudiants capables d'évoluer dans les 3 langues, français, allemand et anglais. Bien évidemment, nous ne demandons pas un bilinguisme parfait, mais simplement de pouvoir évoluer suffisamment dans les 3 langues, de comprendre, de participer. Et nous faisons en sorte de renforcer votre niveau de langue tout au long de ce parcours, puisque vous bénéficiez de cours de langue pour vous améliorer, pour vous perfectionner. On va peut-être passer maintenant à la slide suivante. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de l'ensemble de la formation, de tous les cours qui sont, disons, proposés, mais globalement, vous avez tous les enseignements essentiels pour ce qui concerne le droit des affaires. Allemand, français également, tout ce qui concerne les normes européennes en la matière. Vous avez des modules complémentaires avec des cours au choix, donc tous les cours que je voyais indiqués ne sont pas des cours à suivre. Cela vous donnerait un parcours beaucoup trop lourd. Il y a des cours au choix, et je tiens notamment à souligner que nous avons intégré dans ce parcours des cours liés au droit du numérique, donc la possibilité de choisir des cours liés au droit du numérique qui sont finalement, qui constituent une des matières indispensables lorsque l'on veut évoluer en droit des affaires aujourd'hui. Alors, sur les 2 années, concernant les exigences déjà initiales pour rentrer, c'est bien évidemment avoir une licence en droit, avoir, je vous ai dit, un niveau de connaissance suffisant en langue,
Et nous réalisons un entretien avec chacun des étudiants pour évaluer sa motivation, également sa capacité linguistique. L'important, disons, c'est la capacité pour les étudiants d'évoluer dans des univers juridiques et culturels distincts, et ça, c'est une ce que nous cultivons, en tout cas, dans ces 2 années de master. C'est aussi la possibilité d'avoir, au terme de la première année, déjà aussi un certificat de reconnaissance d'études délivré par Passao. Donc, ce n'est pas un véritable diplôme, mais cela atteste que vous avez suivi une année de formation sur le campus de la faculté de droit de Passao. On va passer à à la slide suivante. Florence, s'il te plaît. Voilà, alors, voilà, le Master 2, donc vous retrouvez, merci, sur le campus de Paris, donc cette fois, avec à peu près la même configuration, à la fois l'enseignement des droits nationaux, l'enseignement du droit européen, toujours en droit des affaires, et des modules de droit comparé, du droit du numérique également, et l'apprentissage des langues. Je crois que c'est la dernière slide, hein, Florent, oui. Donc, bon, globalement, moi, je reste disposé à répondre à l'ensemble de vos questions. Il y aura peut-être des questions sur le niveau linguistique, les exigences, s'il faut un certificat. Bon, je peux répondre tout de suite à cette question parce que j'ai vu qu'elle s'était déjà posée. L'important, c'est que vous puissiez montrer votre capacité à vous exprimer en langue étrangère lors de l'entretien, si vous n'avez pas, bien sûr, les certificats officiels de langue. Ce n'est pas rédhibitoire de toute façon. Voilà ce que l'on peut dire sur cette formation, qui est une belle formation à cheval entre les 2 pays et qui offre de très nombreux débouchés, autant sur dans les cabinets d'avocats que dans des organisations franco-allemandes. Il y a de nombreuses organisations binationales ou encore dans les services juridiques franco-allemands. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier. Si vous avez des questions, avant qu'on aborde mon master. Aurélien, il y avait une question pour toi. C'est Maëlys qui voulait savoir s'il y a une certaine moyenne générale qui était attendue pour candidater en IELTS. La question est en français? Oui. Ok. Donc, pour candidater dans l'intégralité des masters, on n'a pas de moyenne imposée. Alors, on n'a pas non plus de quota d'étudiants venant de nos propres formations. Alors, il est évident que les licences européennes sont naturellement les licences qui mènent à ces masters. Donc, auparavant, on avait même une passerelle de droit. Aujourd'hui, on vérifie toutes les candidatures, mais il est évident que les étudiants venant des formations à vocation européenne, internationale, et je dis de manière plus générale, même équivalente auprès d'autres universités, sont effectivement prédestinés à ce type de master. On regarde pas seulement les notes. Donc, les notes, évidemment, on n'a pas de notes minimales. Donc, ça serait vous mentir de vous dire qu'il faut 13 ou 14, comme je pense d'ailleurs que les masters qui avancent des moyennes aussi élevées ne sont pas en capacité de remplir des moyennes aussi importantes. Et on prend en considération également la motivation, votre niveau linguistique. Alors ça, c'est un point important, hein, et c'est pour ça que l'on favorise fortement les étudiants venant de formations européennes ou internationales, c'est qu'il faut quand même en français et en anglais avoir la capacité de suivre, donc pour le miel exclusivement l'anglais, hein, mais pour les autres formations, les langues correspondantes, français et anglais pour les 2 premières qui ont été présentées, et évidemment l'allemand sur la dernière. Mais un niveau de compréhension, un B2+, voire C1. Pour le orgue en particulier, le miel, on vous demande d'avoir un niveau C1
pour l'anglais. Donc, c'est-à-dire que vous devez quand même avoir une capacité très importante d'écoute, de suivre les cours et de les restituer, de rédiger un paper. Donc, ça, c'est vraiment des critères peut-être les plus importants. La motivation, le niveau d'anglais. Et puis, alors évidemment, on regarde chacun d'entre nous les matières de spécialité. Donc, pour le master en org, ils vont regarder votre note en droit international public, human rights, EU law. Donc, les matières qui vont être rattachées à la spécialité. Même chose pour business law, en regardant les matières de droit des affaires, de droit international, de droit européen, etc. Donc, même pour le miel, de droit européen, de droit international, sont les matières de prédilection. On est tout à fait conscient également que, et je pense qu'on l'a tous vécu dans notre carrière, même M. Panoussis qui a pu être premier de sa classe, on a tous pu rater une note quelque part. On est conscient que on peut avoir un moment un problème. Il suffit de l'expliquer dans votre lettre de motivation, de dire qu'à un moment donné, vous avez rencontré un problème ou une incompréhension. Et ça nous permettra de comprendre pourquoi vous avez une note qui est plus faible que les autres. Est-ce que mes collègues sur les critères de sélection ont des points à rajouter? Je te sens, Valentina. Je te vois là. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton et puis on t'entendra. Valentina, le bouton. Le voilà. Pardon, merci. Yes, I wanted to add something on that. English level, yes, indeed. You need an advanced level of English, but not for English for the sake of English, right? The question is that we have an international approach of teaching and learning. It means that we don't follow a passive learning experience. It means that English is an instrument, it's not an end. It's the way you will have to produce a certain way of living university. And what does it mean? It means that you will be evaluated on papers, as Aurelian said, but there will be also group assignment, individual oral exams. I mean, the idea is that you are creative, you are critical, you need English in order to participate actively in the class. Okay. And if you only have a passive knowledge, or if you are used to have a very vertical way of living the university, this is not the master, right? We really want to have something much more interactive. And so this is why English is important. Absolutely, the thing that Aurélien said about motivation, very, very important. Show us that you have fire, show us that you have dreams, that you really want this master in coherence with your academic path, with your ideal career. Also, something that we evaluate very well is benevola, activism, associations, travels that you may have had, exchanges during your years or at the university or even before, something that shows that you are interested in what is going on in the world, at the international level, at the national level, that you're active in society, that you're active at the university. These are all things that are very valuable in our eyes. Notes, yes, of course, you can see a good dossier, but it's not just notes. Honestly, if there are just good notes and I don't see a person that has interest, that has passion, that has something to say, I'm not impressed. C'est assez important de reprendre quand même les plusieurs années d'expérience de nos masters, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour dire qu'on s'est aperçu que souvent le plus motivé devient le meilleur. Pour être très clair, et pas forcément celui qui affiche la meilleure moyenne. Ce n'est pas vraiment le seul et unique critère sur lequel on se focalise, même si quand on a 100, 150 candidatures à examiner, à un moment donné, quand même, le profil général de l'étudiant est pris en compte. Moi, je voulais... Sorry, something that just because last year has been a point, if you have in mind to candidate for masters, I would valorize internships that you may have done just if they are in link with the master. So not all the students' job you may have done that are not really valuable for the selection process. You can have a general line on the fact that you are active, that you work and so on. But for us, what is valuable, if in case of, you know, stage in early years, they should have a linkage with the master. Alors, pour répondre à mademoiselle Darras, évident, alors c'est vrai que c'est le pendant de ce que je disais. Si vous ne venez pas d'une formation spécialisée en droit international ou en droit européen auparavant, rien ne vous empêche de démontrer votre appétence pour le domaine. Donc, soit déjà, vous aurez nécessairement suivi
des matières de droit international et de droit européen. Donc, ce sera le premier critère. On va regarder vos notes de droit international et de droit européen. Ensuite, pour justifier de votre niveau linguistique, on vous invite à passer un certificat linguistique officiel, IELTS, TOEFL, et de nous le présenter lors de votre candidature. Éventuellement des lettres de recommandation de vos professeurs de langue ou des personnes qui objectivement peuvent attester de votre niveau linguistique. Vos stages, comme l'a dit Madame Volpe, si vous avez fait un stage à l'étranger. Évidemment, très valorisé de notre côté, les mobilités. Si vous êtes parti en mobilité Erasmus ou équivalent d'un Erasmus, c'est très valorisé pour nous. Pour ce type de spécialité, on considère, et ça c'est un des points communs entre un des nombreux points communs entre nos formations et les professeurs que vous avez ici, c'est que l'on considère que les expériences à l'étranger sont une plus-value pour un parcours international. C'est terminé de faire de l'international en restant à la maison du début à la fin. Il faut aller vivre l'expérience, que ce soit par des stages ou par les mobilités académiques. Alors, si je peux juste ajouter quelque chose concernant le master franco-allemand et notamment la question linguistique, c'est un peu particulier car comme vous avez une année en immersion complète à l'étranger, en Allemagne, nous acceptons des étudiants niveau B2, nous, parce que l'immersion provoque une accélération très vite, très rapide de la pratique de l'allemand. Et en général, en un mois, les étudiants sont déjà au-delà du B2 parce que les choses vont très, très vite, en plus des cours de langue. Voilà, c'était juste la particularité que je voulais relever sur le master franco-allemand pour qu'il n'y ait pas d'autocensure inutile concernant les candidatures pour ce master en particulier. Merci Xavier. Une petite question sur le nombre de places. Oui, moi je voulais revenir quand même sur une question où j'ai répondu à chaque fois, on peut revenir à l'oral, et profiter aussi de l'expérience de M. Raka, qui lui-même est avocat, donc qui peut effectivement préciser. Il y a la question de savoir si on peut être avocat international en faisant ces masters-là, donc ça inclut plusieurs de ces masters, et qu'est-ce que ça veut dire avocat international? Et donc j'ai donné un début de réponse en disant on est avant avocat et on se spécialise après à l'international, et peut-être qu'il faut et je te laisserai répondre peut-être plus précisément, intégrer aussi la dimension du double partenariat, en particulier avec le Delaware, où on ouvre la porte pour ceux qui veulent vraiment avoir une dimension transatlantique à la possibilité de passer aussi le barreau américain. Mais Aurélien, est-ce que tu peux dire deux mots sur le fait qu'est-ce qu'être avocat déjà, avant de devenir avocat international, puisqu'on ne devient pas avocat international? Mais tout à fait, Yoannis. Merci Aurélien. Il n'existe pas de statut d'avocat international, ça n'existe pas. Il existe des avocats spécialisés en droit international ou en droit européen ou dans les différentes spécialités. Donc, il est indispensable de passer un barreau qui est basé sur un système juridique national. Donc, soit vous passez le barreau français ou le barreau américain ou l'un après l'autre. Mais donc, évidemment, il faut avoir une assise nationale importante. Donc, nous, évidemment, en tant que faculté de droit française, on oriente principalement nos étudiants vers le barreau français, donc que ce soit à Lille, à Paris ou ailleurs, vu que le concours est national, donc ça ne change rien le lieu où l'on le passe. Évidemment, de plus en plus, la tendance, c'est de passer un double barreau, voire pour ceux qui sont encore plus chauds, un triple, mais c'est assez rare. Et on a beaucoup d'étudiants qui vont passer le barreau aux États-Unis, à New York ou à San Francisco. Et donc, ils profitent de la passerelle avec les doubles diplômes franco-américains pour acquérir 15 crédits américains sur les 24 nécessaires pour passer le barreau de New York ou de San Francisco. Et donc, il est nécessaire de rester 6 mois ou 1 an supplémentaire pour passer le barreau aux États-Unis. Vous savez qu'il existe le fameux article 100 permettant avec le barreau de New York d'obtenir le barreau de Paris. Donc, il y a des passerelles qui existent encore. Il faut faire attention parce qu'avec le temps, certaines passerelles disparaissent, d'autres réapparaissent. Donc, il faut vraiment se mettre à jour. Mais globalement, c'est la tendance actuelle. Si vous avez, on pousse fortement nos étudiants, ceux qui veulent
avoir une double compétence. Alors, Monsieur Pacro, je suis persuadé qu'il en rêve. On en a des anciens, peut-être pas passés par le master, parce que le master est encore très récent, mais on a des anciens étudiants de la licence européenne d'Issy-les-Moulineaux, par exemple, qui ont le double barreau entre la France et l'Allemagne, qui est l'un des doubles barreaux les plus compliqués, parce que le Eignungsprüfung allemand, qui est le certificat d'équivalence, est très compliqué. Moi, j'aurais rêvé de le passer, mais il aurait fallu encore plus d'études, et je crois que j'avais poussé assez jusque-là, mais c'est très bien vu, le double barreau. Madame Cotiga, elle a des étudiants qui ont le double barreau France, Paris, Bruxelles. Ceux qui sont spécialisés en droit européen des affaires, c'est très bien vu entre Paris et Bruxelles. Donc voilà, donc ça, on vous invite à réfléchir et on vous crée les passerelles. Évidemment, la mobilité aux États-Unis en est une. Et il y avait une question, est-ce que nous avons un certain nombre de partenariats dans la discipline droit de l'homme aussi avec des cabinets d'avocats? La réponse est oui, nous avons des avocats amis proches de la maison et qui interviennent pour certains dans la formation. Néanmoins, pareil, il faut faire très attention. Le contentieux du droit international public n'est pas un contentieux qu'on retrouve dans beaucoup de cabinets, c'est plutôt très, très rare. Par contre, c'est des contentieux tels que ceux qu'on a présentés tout à l'heure dans la maquette, sur lesquels on trouve des avocats internationalistes spécialisés en droit de l'homme, par exemple, comme le contentieux des réfugiés, le contentieux des étrangers, le contentieux des droits de l'homme au niveau européen. Ça, c'est des contentieux sur lesquels on peut essayer de se spécialiser à travers la pratique et avec lesquels nous avons un certain nombre de collègues, lillois ou parisiens, qui nous accompagnent. Mais faire assez attention à l'idée d'avocat droit international public. En réalité, en France, il doit y avoir 2-3 avocats qui sont vraiment internationalistes publicistes, puisque les États, quand ils vont devant la Cour internationale de justice, souvent ils choisissent des profs de droit international pour les représenter plutôt que des avocats. Donc ça, c'est des petites choses qu'on pourra préciser au fur et à mesure. L'idée, en tout cas générale, c'est que ces masters-là, si vous souhaitez passer le barreau, c'est tout à fait possible, sachant quand même, et on ne va pas se cacher, c'est que si c'est passé le barreau français, il faudra revenir sur les fondamentaux en dehors des maquettes, et donc en travaillant par vous-même, dans une prépa ou autre chose, aussi les fondamentaux, comme le droit des obligations, qui est une matière obligatoire dans le cadre du barreau français, et après les matières de spécialité que vous pourrez choisir. Voilà. Alors, Florane, tu voulais introduire d'autres questions? Ils avaient juste une question sur le nombre de places dans vos masters. Alors, et moi, je l'ai comprise, cette question aussi, sur le nombre de places entre le Master 1 et le Master 2. Donc, j'ai essayé de répondre avec des formules différentes à 2-3 reprises. Donc, nous avons un nombre de places ouvertes en Master 1, puisque vous candidatez sur mon Master pour le Master 1. La sélection s'opère désormais en Master 1. Chacun de nos masters, sur le papier, a 35 places. Donc, on dit entre 30 et 35 places ouvertes aux étudiants sur le Master 1. Tous les étudiants qui ont été retenus pour le Master 1, donc qui ont passé le processus de sélection, ont un droit de poursuite d'études dans le Master 2 de la même spécialité. Donc, Master 1 Org vers droit de l'homme, sécurité, développement. Master 1 droit international des affaires et de la concurrence vers le Master 2 DAC. Master 1 Miel vers le Master 2 contentieux européen. Master 1 droit des affaires franco-allemand vers le Master 2 droit des affaires franco-allemand. Si vous voulez changer de spécialité entre le Master 1 et le Master 2, vous redevenez candidat. C'est-à-dire que vous candidatez dans la limite du nombre de places disponibles qui reste dans le cadre du Master 2. Et généralement, il y a très peu d'étudiants avec la réforme qui partent entre le Master 1 et le Master 2 pour une mobilité ou autre chose. Donc, le nombre de places est très limité ici pour une intégration éventuelle d'un Master 1 différent vers un parcours spécialité différent. Je ne sais pas si ça a été clair. En tout cas, sur le papier, c'est entre 30 et 35 places par parcours de Master 1. Et après, la continuité vers l'EM2 est garantie si vous n'avez pas fait de grosses bêtises, puisqu'on se réserve toujours la possibilité d'exclure un candidat, mais il faut avoir fait une grosse bêtise. Autre question de Baptiste, je veux savoir s'il est facile de trouver du travail dans le secteur des ONG et des métiers des droits de l'homme. Alors, il y avait des questions aussi qui ressemblaient sur la question de l'intégration dans les métiers. Alors, je réponds du coup par incidence à la première question qui était est-ce qu'il faut avoir fait des droits de l'homme pour pouvoir trouver plus facilement du travail en droit de l'homme? La réponse est oui. Si vous faites une formation générale de droit international public, en réalité, vous êtes un profil généraliste. Et si vous voulez vous orienter vers les métiers du droit international des droits de l'homme, il faut mieux avoir la spécialité.
Inversement, si on est trop spécialisé, est-ce que ça nous joue des tours? Nous, on dit, pour les étudiants qui sont courageux, pourquoi pas faire un deuxième master complémentaire de manière à avoir des doubles compétences. Mais ça, je ferme cette parenthèse. Est-ce qu'il est facile quand vous êtes sur un marché de l'emploi international? Votre concurrence n'est pas celle seulement de l'université d'à côté ou des universités françaises. Donc, on est en concurrence aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, etc., avec l'ensemble des étudiants européens, voire au-delà, qui peuvent possiblement candidater sur ces postes-là. Donc, on ne va pas vous mentir en disant, il y a des postes comme ça, on claque des doigts, on traverse le trottoir et on trouve le job de nos rêves. Donc ça, c'est une première chose. Il faut faire des efforts, il faut être motivé, il faut être prêt à faire des stages. Ça, c'est extrêmement important. C'est en statistique que je peux parler. Notre taux d'intégration est très élevé et on le doit à la fois à la qualité de la formation, mais aussi et surtout au fait que les étudiants qui font plusieurs stages, des stages et plusieurs stages, arrivent avec des profils qui sont extrêmement intéressants pour les milieux, qu'ils soient institutionnels ou non institutionnels. Sur le milieu associatif et des ONG, c'est un secteur qui a des hauts et des bas. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire oui, ça va bien. Ça dépend quoi de leur recrutement, souvent des moyens que l'État leur donne, puisque la plupart des associations sont des 1900 sans but lucratif, et donc elles dépendent beaucoup, finalement aussi, des subventions de l'État. Il y a des périodes où ça va très bien et ça recrute énormément, et d'autres périodes où ça recrute un peu moins. Donc, statistique, je n'ai pas par année sur cette question-là. En tout cas, c'est un vrai débouché, on le voit, ça fonctionne très très bien, et je vais prendre les étudiants de cette année. Quand le niveau national était un peu tendu, la plupart de nos étudiants qui voulaient partir vers les milieux des ONG et des associations, au final, grâce au multilinguisme, ils partaient à l'étranger. Quand en France c'est tendu, ben, on trouve notre bonheur ailleurs. Et le multilinguisme, le vrai, celui qu'on dit cultiver depuis le début dans chacun des masters, c'est un véritable atout. Donc là, ma dernière étudiante avec qui j'en parlais, c'était encore hier. Au final, elle a trouvé son stage aux États-Unis il a suffi d'un mail pour y arriver. Mais c'était très pointu. En France, c'était extrêmement compliqué pour y arriver. Donc, sorry, Yannis. Yes, of course. Go. Thank you. If I can add something on that, I think that also, I totally agree with you, Yannis. It's a very competitive world, we have to say. As probably many words, but it's true. Human rights, NGOs are competitive. What we do is, I think, giving you strong instruments to compete in this world. First of all, because it's not just academic what we offer. You will have several professors that are, for example, practitioners. This is something that we don't say a lot, and I think is instead something that gives you a different idea and understanding. If I think about Patrick Schneider, he is a consultant from the United Nations, Council of Europe, now barrister in the UK. We have representative from the Roma Rights Center, and next year we will inaugurate an advocacy clinic, legal clinic about minority rights. So we definitely open you a galaxy, a network of experiences, contacts, things that we think can give you good instruments to compete in this world. The soft lab skills that Ioannis mentioned before has been also inaugurated recently, and is really to try to give you professionalizing tools, how to speak in public, how to have the kind of body language that is persuasive if you have an interview, how to write a good motivation letter, how to write a good CVs. These are all things where we try to accompany you. Plus, of course, the great asset of having in France a legal education in English. This is something that few university offers. So these are the instruments that we try to provide you with in this highly competitive world. Merci, Valentine. J'ai vu une autre question sur les césures. Voilà. Est-il possible d'effectuer une césure entre le M1 et le M2 pour bénéficier d'une expérience à l'étranger? Alors, les textes français prévoient désormais que tout étudiant a la possibilité de prétendre à une césure une fois en cycle de licence, une fois en cycle master. Donc, il est tout à fait possible de demander cette césure de manière structurée. Si vous faites la césure de manière structurée entre le master 1 et le master 2, naturellement, vous pouvez, on vous couvre pour un maximum de 6 mois si c'est vers le monde professionnel. Néanmoins, on est de plus en plus regardé sur ce volet-là et vous êtes souvent appelé à faire ce genre de césure en allant chercher plutôt un contrat de travail, un CDD, plutôt qu'un stage. Mais ça, je ferme la parenthèse. C'est possible. Si c'est la césure structurée, vous maintenez votre droit d'accès au Master 2. Si c'est une césure par vous-même,
dis j'arrête mes études et je reprends plus tard, vous perdez le bénéfice de la poursuite d'études dans le cadre de votre parcours. Je ne sais pas si tout le monde est au point sur ce que je viens de dire, mais c'est un petit détail qui est assez important, puisque pour que la césure vous permette de maintenir le droit d'accès au Master 2, il faut la demander dans le cadre de votre parcours. En gros, à la fin du M1 ou pendant le courant du M1, on envoie une lettre en disant « J'aimerais bénéficier de la césure structurée et l'intégrer dans le cadre de mon cursus ». Voilà. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit souci. On n'a plus d'autres questions pour l'instant dans le chat. Après, on peut prendre même des questions à l'oral, je me disais, puisque Il ne faut pas ce hésiter. serait bien de voir vos petites Prendre frimousses, parce que la les caméras, j'ai constaté qu'elles ont à nouveau majoritairement été éteintes. Alors là, les personnes qui ont laissé leur caméra allumée naturellement seront sélectionnées pour les formations tout de suite. Hein, les autres devront faire leurs preuves. Donc, voilà, au moins on a repéré quelques bons profils motivés. N'est-ce pas, les amis? Bon, vous avez sous les yeux le rythme de la sélection pour mon master. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet ainsi que les démarches à faire sur notre page YouTube. Si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez revenir vers nous plus tard. Pour les étudiants internationaux, Aurélien, est-ce que je peux te laisser prendre la main sur cette partie-là? Bien sûr. So maybe I do that slide in English, back to English for the international students. So you may apply so directly through Espace Admission on the website of the university for European students. For the non-European students, this is already closed because it was before the 15th of December on Campus France. In case you have any question, you just have to email us. You have our emails on the website, and we will help you to apply in case you have troubles. So for the other students, for the French students, so you have to do it through Mon Master. Merci à tous. Voilà. Alors peut-être, puisqu'on finit avec quelques minutes d'avance, j'inviterai Aurélien à faire un petit clin d'œil à l'IEL Society, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, on a aussi une association très, très active en lien avec nos licences et nos masters internationaux. Ok, faisons un clin d'œil à nos étudiants. Tu peux même revenir à la page d'avant, regarde, avec les photos. Donc, je sais que certains d'entre vous sont déjà étudiants dans notre faculté, donc probablement vous pouvez vous y reconnaître. On a deux vies de campus parce que on a donc un campus à Lille, qui est le campus principal et historique, et puis un campus à Issy-les-Moulineaux. Et dans ces deux entités qui font partie de la même faculté, nous avons toute une série d'étudiants qui sont impliqués dans des associations à vocation internationale et européenne, avec en tête l'IEL Society qui existe depuis pratiquement les débuts de nos formations internationales, qui organise toute des séries de conférences. Alors, je vois que Mademoiselle Collet, vous êtes là. Si vous voulez prendre le flambeau pour faire un petit coup de pub de votre association, vous êtes peut-être bien placé. Vous êtes là, Mademoiselle Collet? 1, 2, 1, 2. Non, vous n'êtes pas là? Elle était incognito. Vous apparaissez si vous le souhaitez, ou si vous pouvez nous... Non, on ne voit pas. Non, j'ai vu dans le chat. Donc, série de conférences, des voyages dans les institutions, et puis de même qu'on a d'autres associations, comme l'association ELSA, European Law Student Association, et puis il y a toutes d'autres associations qui ont une vocation internationale ou européenne, pour participer à des plaidoiries internationales, à des summer schools. Donc là aussi, on essaye de faire le lien entre nos formations et différents types d'expériences permettant à nos étudiants de se spécialiser, de se créer leur propre réseau.
On vous dit, hein, il n'y a pas les réseaux, c'est pas seulement sur les aller bien en cours et puis ensuite postuler. Il faut aussi se bouger en créant des projets. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde pour défendre une cause, pour se battre pour quelque chose. On pousse fortement nos étudiants à mener un combat de vie, quel qu'il soit, vous avez, mais pour avoir des ambitions qui dépassent votre propre personne. Eh bien, est-ce qu'il y a encore des questions, Florane? Non, je n'ai plus de questions dans le chat. Est-ce que mes collègues souhaitent dire un dernier mot avant de clore? Non, on a fait le tour. Est-ce que... Du coup, je vais faire mon truc de l'univers. C'est Non. si vous choisissez la plus belle faculté de droit de France, d'Europe, du monde, de l'univers, sachez que là, vous êtes, mais ne le dites pas aux autres, dans les plus beaux masters de la plus belle faculté de droit d'Europe, du monde, de l'univers. Donc, vous faites très bien d'hésiter. Et nous, on est là pour vous y accueillir les bras ouverts si votre projet est bien réfléchi et que vous êtes motivé. Voilà, je pense parler au nom de tous mes collègues. Merci à tous. Si vous souhaitez venir sur le campus, n'hésitez pas à vous inscrire à la journée porte ouverte le 3 février et le 16 mars prochain. Vous pourrez y rencontrer les responsables de parcours et les étudiants des formations. Et puis, un grand merci à tous pour avoir été présents ce soir. Merci à tous mes collègues pour s'être rendus disponibles